Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre Zoom proposée par le Mémorial de la Shoah. Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle de rencontres organisé en partenariat avec France Culture sur l'année 1941. Alors, jeudi dernier, lors de la conférence inaugurale, l'historien américain Timothy Snyder a bien montré tout l'intérêt de revenir en détail sur le déroulement de cette année qui a été décisive dans le sort des Juifs européens. Je vous informe que la conférence de Timothy Snyder est disponible sur la page Facebook du Mémorial et qu'elle le sera tout bientôt sur notre site. Donc, au programme de cet après-midi, 2 tables rondes consacrées aux événements qui se déroulent à l'est de l'Europe. À 16h30, un panel d'historiens discutera des cas de l'Ukraine et de la Biélorussie qui ont été à l'épicentre des massacres de masse de 1941. Et pour l'heure, cette première rencontre va donc porter sur la rupture incarnée par l'invasion allemande de l'Union soviétique en juin 1941 sous le nom de code Opération Barbarossa. Alors, il s'agit de la plus grande offensive de toute l'histoire de la guerre et l'invasion de l'URSS va exacerber le problème juif des nazis, étant donné que près de 5 millions de juifs sont désormais sous la coupe des Allemands. Alors, pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Lasha Otmer-Souri. Lasha, vous êtes historien et ancien diplomate. Vous êtes l'auteur avec Jean Lopez d'un ouvrage monumental qui est en plein dans notre sujet et qui a pour titre donc Barbarossa 1941, la guerre absolue, paru en 2019 aux éditions Passé Composé. Auparavant, vous aviez, avec votre compère, rédigé à 4 mains Grandeur et misère de l'armée rouge, ainsi qu'une biographie remarquée du maréchal Yukov. Et j'indique également que, toujours avec Jean Lopez, vous venez de publier chez Perrin Les maréchaux de Staline. Alors, à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Mouty-Bitan. Marie, vous êtes doctorante à l'EHESS. Vous travaillez sur les premières violences commises contre les Juifs en Galicie orientale en juin-juillet 1941. Pour l'association Yad Imnum, vous avez effectué de nombreuses missions de recherche en Ukraine, en Biélorussie et en Russie. Et vous êtes l'auteur de Les champs de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée, 1941-1944, paru en 2020, toujours aux éditions donc Passé Composé. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Assia Kovriguina. Assia, vous êtes docteur en littérature comparée. Vous avez publié avec Annie Eppelboin La littérature des ravins, écrire sur la Shoah en URSS, paru donc chez Robert Laffont en 2013. Vous êtes également l'auteur, avec Michael Prazan, du documentaire Goulag, diffusé en 2019 sur France 2. Et vous travaillez actuellement avec le réalisateur Michael Prazan sur 2 films, l'un qui va porter sur l'armée rouge et l'autre qui portera sur Hitler et Staline. Et vous faites cela tout en préparant un livre sur des témoignages inédits de la Shoah en URSS. Pour modérer donc cette discussion, je salue Willy Coutin. Willy Coutin, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Vous travaillez sur l'histoire de la Shoah depuis une quinzaine d'années, en particulier sur l'action Reinhardt en Pologne en 1942-1943. Et à ce titre, vous avez dirigé 2 volumes importants de la revue d'histoire de la Shoah, parue en 2012. Alors, à nos spectateurs et spectatrices, auditeurs, auditrices, je vous donne le mode d'emploi pour intervenir donc à l'issue de cette rencontre. 2 options, soit en levant la main, et donc vous pourrez poser votre question oralement à nos invités, soit en vous manifestant par écrit, et je vous demanderai si possible de privilégier l'outil questions et réponses, qui est beaucoup plus facile à gérer pour nous que le chat qui est avec le petit onglet discussion. Donc, merci par écrit d'utiliser cet onglet. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rencontre avec nos invités. On se retrouve d'ici une 50aine de minutes pour vos questions. À tout de suite.
Merci Julie pour cette présentation. Ravi de votre invitation pour ce deuxième volet de ce cycle consacré à l'année 1941 avec un panel d'historiens cet après-midi qui va nous permettre d'aborder l'aspect militaire de cette opération Barbarossa, l'aspect inaugural de la solution finale qui commence à se dessiner sur les territoires soviétiques occupés, attaqués à partir de l'été 1941 et la réaction, enfin nous évoquerons la réaction des autorités soviétiques face à cette agression et en particulier face aux preuves qui commencent à s'accumuler dès l'été 41 des crimes collectifs commis contre les Juifs soviétiques. Voilà, donc cette année 1941 qui marque le basculement de la guerre à un niveau mondial et une guerre qui vu d'Hitler, prend un caractère, un tournant idéologique attendu dès le début, qui est en fait l'objectif premier du dictateur, qui évoque dès les années 20, dans son ouvrage, bien sûr, Mein Kampf, cet objectif de guerre contre le communisme et avec l'objectif de conquérir pour l'Allemagne un espace vital parmi les grands objectifs fixés par Hitler dans Mein Kampf, revanche contre le traité de Versailles, élimination des Juifs. Cet objectif de conquête de l'espace vital est sans doute celui qui est envisagé avec le plus de détails. Hitler cet objectif ne cesse de l'occuper dès le début de la guerre, dès le démarrage de la guerre en 1939. Avant ça, lorsqu'il lance le plan de 4 ans pour le réarmement de l'Allemagne en 1936, il rappelle que l'objectif est la guerre contre l'URSS. Au lendemain de la victoire contre la France, la victoire glorieuse contre la France, et alors que l'entreprise d'attaque contre la Grande-Bretagne est lancée, c'est toujours avec l'objectif de lancer la conquête, de préparer le lancement de la conquête contre l'espace vital, l'espace vital et contre le judéo-bolchevisme. Hitler signe le premier ordre opérationnel de cette guerre en décembre, le 18 décembre 1940, et dès le début de la planification de cette opération, l'objectif premier de la colonisation fait que les autorités dès le début donc, de la planification opérationnelle, l'objectif premier de la colonisation fait que les autorités militaires et de police allemandes se préparent à mener une guerre d'annihilation, notion que Lachaume Mézoury va développer, guerre d'annihilation contre l'État communiste ainsi que contre les Juifs d'Union soviétique, considérés comme formant la base raciale de l'État soviétique. Cette opération se déclenche à un moment où la question de la solution finale du problème juif, selon la dénomination des nazis, paraît être dans l'impasse où l'Allemagne nazie se retrouve entre 1938 et ce printemps 1941 à devoir gérer 10 fois plus de Juifs qui se retrouvent dans les territoires
occupés au fur et à mesure par l'Allemagne nazie entre donc, ces deux dates. Et ce nombre va être augmenté encore plus donc avec l'attaque du territoire soviétique, où l'URSS, dans ses frontières de 1941, compte en effet environ 5 millions de juifs, et à peu près les 4/5 d'entre eux vont se retrouver en territoire qui vont être, sur l'année 41 et 42, occupés par les nazis. Une partie, au début de la guerre, vont pouvoir être évacués, environ 800 000 sur ces 4 millions de juifs en territoire qui vont être occupés par les nazis. Environ 800 000 ont pu être évacués. Une partie vont être évacués dans des territoires qui sont occupés en 1942. Au total, ce sont plus de 3 millions de juifs qui furent exposés au processus génocidaire enclenché par les Allemands. Je vais laisser donc la parole à Lasha Otmezuri, qui va aborder la préparation de cette opération Barbarossa et aborder le sujet donc autour de la notion de guerre d'annihilation voulue par Hitler. Je vous cède la parole, Lasha. Lâchez votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, merci Ulysse, c'est un grand plaisir pour moi de participer. Et si vous me permettez juste 2 mots avant de commencer sur Barbarossa, je veux juste vous raconter une histoire qui n'a rien à voir avec cette opération, mais je vous comprendrai pourquoi. Le grand chanteur russe Chalapin, le plus grand chanteur russe Chalapin, un jour il prend une calèche et le cocher lui demande « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Il répond « Je chante ». Et le cocher lui dit « Mais moi, je chante quand je bois ». Et Chalapin lui répond « Moi, je chante, quand je bois, c'est Vassilev qui chante ». C'est juste pour vous dire qu'on peut imaginer que Jean Lopez, qui est grand orateur par rapport à moi, on peut imaginer qu'il se saoule quelque part aujourd'hui et c'est à cause de ça, c'est moi qui doit raconter sur cette opération. Voilà. Maintenant, pour être un peu plus sérieux, la question qui se pose, c'est comment les premiers 6 mois du conflit germano-soviétique ont pu engendrer 5 millions de morts avec des armes conventionnelles. Et si on essaye d'analyser la violence, cette violence qui est auto-entretenue et cumulative, on peut distinguer plusieurs facteurs de la radicalisation de la campagne. Tout d'abord, c'est le but des guerres. Hitler ne part pas en guerre pour arracher une province, pour changer les frontières, pour changer le régime ou pour créer un État vassal. Il part en guerre pour détruire l'État et anéantir toute la possibilité de chance que l'État soit renaître. L'État national, qu'il s'agit de l'État russe, l'État ukrainien ou balte. Ce programme exclut toute politique. Il exclut, par exemple, même la reddition négociée. Et l'exemple des sièges de Leningrad, qui n'est pas un siège en vérité, mais un établissement d'un camp concentrationnaire avec 3,5 millions de détenus, est un exemple de cette guerre, de ce programme de Hitler. Un autre facteur très important, il me semble, c'est l'image de l'URSS qui est faite par les nazis, qu'il s'agit d'une créature faite par les Juifs, entretenue et dirigée par les Juifs. Cette vision, ce mythe judéo-bolchevique empêche les Allemands d'analyser rationnellement leur ennemi. Par exemple, en 10 juillet 1941, Hitler
refuse d'attaquer Kiev et il évoque comme l'argument le fait qu'un tiers de la population de Kiev est juive. Euh, donc, pour lui et pour plusieurs de ses généraux, les juifs civils représentent un vrai danger militaire. Et très vite, on voit dans les rapports de SS et de la Wehrmacht qu'à partir de l'été 1941, on fait une égalité entre juifs et le partisan. Et cela amène au fait que, à l'idée que plus on tue les juifs, plus on accélère la victoire du Reich et l'effondrement de l'État soviétique. Le troisième facteur qui me paraît très important de souligner, c'est l'élimination de toute garde-fou traditionnelle. Tout d'abord, c'est mise à l'écart de tribunaux militaires qui étaient dès le mars, s'il y a une série des ordres donnés par Hitler, qui mettent à l'écart les tribunaux militaires qui devaient normalement défendre la population civile. L'autre, c'est l'arrangement entre les SS et la Wehrmacht, suite à laquelle donc, le SS se confie la mission de mener sur tout le territoire de Barbarossa, de l'opération Barbarossa, ces opérations d'une manière autonome avec une carte blanche totale. Et troisième, c'est le non-respect de la Convention de Genève, qui prévoit la protection des prisonniers de guerre. Je vous rappelle que entre 22 juin 1941 et 1er janvier 1942, 1 850 000 prisonniers de guerre, ça c'est les chiffres donnés par OKH et OKW, c'est-à-dire le haut commandement allemand, sont morts dans les camps d'internement allemands. En mois de décembre, tous les jours, 13 millions de prisonniers mouraient de faim. Ce chiffre apparaît encore plus monstrueux si on prend en compte que parmi 232 prisonniers de guerre anglo-saxons, sur toute la période de guerre, 350 sont morts dans les prisons allemandes, dans les prisons d'interne. Le quatrième facteur qui est très important à mon avis, c'est le Blitzkrieg elle-même, la nature de Blitzkrieg qui conjugue l'offensive permanente et la vitesse des opérations. L'armée allemande est consciente qu'elle a de forces limitées, des moyens limités, elle doit frapper vite et anéantir vite. Donc, tout ce qui peut ralentir, que ce soit l'excès de prisonniers ou les civils peu coopératifs, doit être tout de suite éliminé. Par exemple, selon le programme de la Wehrmacht, il espérait d'anéantir l'armée soviétique pendant les batailles de frontières en juin-juillet, pendant les grands encerclements, Kessel comme ils les appellent. Comme cela ne se produit pas et ils sont obligés de foncer dans l'espace soviétique, qui est très pauvre dans l'infrastructure, la logistique s'effondre complètement. Donc, ils sont obligés de vivre sur le pays. Et vivre sur le pays qui est complètement déstructurisé par la collectivisation stalinienne signifie de vouer à la mort de centaines de milliers de paysans soviétiques qui n'ont pas aucune réserve d'alimentation. Un autre facteur très important, c'est la planification de la famille. C'est que Christian Gerlach et Tim Snyder ont appelé le plan d'assassinat le plus massif que l'histoire de l'humanité a jamais conçu. Et le siège de Leningrad est un de bons exemples de ce plan.
avec ces 800 000 morts. Encore une fois, pour comprendre à quel point ce chiffre est monstrueux, 800 000 morts, de 800 000 civils, c'est le chiffre que des Américains, des soldats américains, par exemple, tombaient pendant 2 siècles de son existence, entre 1776 et 1976. Il y a 3 raisons, en fait, pourquoi je voulais un petit peu m'arrêter sur le siège de Leningrad. Tout d'abord parce que le siège était levé aussi le 27 janvier. Ensuite, parce que j'ai eu un peu pour moi, c'est un peu personnel, histoire personnelle, parce que mon grand-père était un médecin militaire et il a fait toute sa guerre sur le front de Leningrad. Et après, toute sa vie, il me racontait toute l'histoire, comment il sait qu'il a vu, ce qu'il a survécu. Et quand je grandis, je voyageais plusieurs fois à Saint-Pétersbourg pour interroger et interviewer beaucoup de survivants de ces sièges. D'ailleurs, une partie de ces interviews se trouve dans la Barbarossa et l'autre dans la Grandeur et Misère. Et la troisième, c'est aussi une raison, et que j'ai le sentiment que la prise de conscience des crimes est toujours un peu lente et dépend des raisons exogènes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va à Berlin, on voit 4 mémorials fédéraux érigés par l'État fédéral au nom de victimes du nazisme, et parmi eux, vous ne trouverez pas ni prisonniers de guerre, ni les Léningradois. Donc, pour revenir sur le siège de Leningrad, le destin de la ville est scellé le 8 juillet, comme Alder le note dans son journal. Permettez-moi de citer ce qu'il écrit. La décision bien arrêtée du Führer est de raser au sol Moscou et Leningrad de façon à éviter qu'il demeure des gens que nous devrions ensuite nourrir durant l'hiver. Cette ville doit être anéantie par la Luftwaffe. Les chars ne doivent pas être employés. Donc, qu'on affame la population pour s'emparer de la ville, rien de nouveau. Mais Hitler ne veut pas s'emparer de ce qui représente l'intérêt de la ville, c'est-à-dire son infrastructure. Il veut le raser du sol. Et on ne peut pas comprendre cette folie exterminatrice si on ne prend pas en compte ce plan de la famine qui prévoyait de chasser à l'est, en Sibérie, entre 31 et 51 millions de, comme ils appelaient, bouches inutiles de Lebensraum, pour ainsi réserver le céréal pour les approvisionnements du Reich. Ce plan était très mal fait, très mal programmé, et jamais sera, sauf Leningrad, jamais sera appliqué. Mais si ce ne sera appliqué parce que c'est aussi dû au déroulement des opérations militaires. Le siège de Leningrad est aussi intéressant pour une autre raison, parce que ça montre aussi le régime stalinien. Vous savez, début 1944, quand les Allemands apprennent que les Finlandais qui ont participé avec les Allemands dans le siège de Leningrad, que les Finlandais sont en train de mener des pourparlers avec les Soviétiques pour sortir de guerre, ils arrêtent d'envoyer le blé. Approvisionnement, Helsinki était lourdement dépendant de cet approvisionnement en blé. Et Staline, il prend tout de suite le relais de Hitler et il commence à envoyer le blé aux Finlandais. Donc, j'imagine quel aurait été le sentiment de Leningradois à ce sujet. D'ailleurs, cette réflexe de Staline, il aura la même réflexe en 1945, quand, juste après la fin de guerre, en espérant de vite soviétiser les pays de l'Europe orientale, il va envoyer
en détriment de la population soviétique, beaucoup d'alimentation. Ce qui va provoquer deux énormes famines pendant l'hiver de 45-46 et 46-47. Et pendant de cet hiver, encore 2 millions de Soviétiques vont mourir et 6 millions vont subir plusieurs maladies infectieuses liées à sous-traitement. Voilà, j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai été... Je ne vous entends pas. Willy, votre micro, en bas à gauche. Hop. J'avais désactivé mon micro, en effet. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce que vous appelez dans votre livre le précédent polonais, la campagne de 1939, de septembre 1939, qui, par bien des points, préfigure ce que va être l'offensive contre l'URSS, ou en tout cas se joue entre les deux offensives, un rapprochement des vues, enfin chez les militaires allemands, un rapprochement des vues du parti nazi et des problèmes qui avaient pu apparaître lors de l'offensive en Pologne qui sont réglés. Les leaders nazis ont fait en sorte que les problèmes rencontrés avec l'armée allemande ne se représentent plus au printemps 1941. Vous pouvez nous dire quelques éléments sur ce précédent polonais? C'est Leibstandard tambour, on dit tambour, musicien de tambour, John Muller, de Leibstandard, qui décide de sa propre initiative de fusiller 50 juifs civils. Et il est transféré au tribunal et on ne sait pas exactement est-ce que c'est par l'interférence de Himmler ou Hitler, mais il sera bientôt libéré. Et ce précédent, ce sera le précédent, c'est-à-dire que ce qu'on voit de jure en URSS, on voit déjà de facto en Pologne. Et pour corriger pour que de facto devienne de jure aussi, entre mars et juin, Hitler donne un certain ordre de directive qui va légitimiser ces crimes. C'est l'antichambre, c'est la répétition de l'opération Barbarossa, ce qui se passe en 1939 et en 1940 en Pologne. Et d'ailleurs, la Pologne sera toujours la répétition de la scène de répétition pour la Shoah après. Sur ça, je sous-entends octobre 41, qui est crucial quand même, très important. Quand quand Himmler va voir Odilo Globocnik, Odilo Globocnik, c'est qui est le chef des SS de Lublin, et ensemble, ils discutent les questions de gazage par monoxyde de carbone mené par Christian Wirth. Christian Wirth était le personnage qui menait l'euthanasie, le programme d'euthanasie. Et c'est suite à cette rencontre, c'est soit le 12 octobre, soit le 15 octobre, je ne me souviens plus exactement la date, Himmler donne l'ordre de construction de deux premières chambres à gaz à Chelmno et à Belzec. Belzec débute le 1er novembre, si je ne me trompe pas. Et c'est d'ailleurs Christian Wirth qui sera le premier chef de ce camp de mort. Donc là, et Odilo Globocnik, que je mentionnais, il sera vraiment la force motrice de la Shoah. Il va bientôt devenir le spécialiste numéro un pour Himmler de la solution finale, comme les Allemands l'appelaient.
Oui, avec le territoire soviétique qui va accueillir des projets des premiers projets. Enfin, il y avait des projets de construction de camps d'extermination en territoire biélorusse. Les choses ne se feront pas. Une autre question sur l'héritage de la Première Guerre mondiale, toujours par rapport à ce qui anime les militaires allemands, l'acceptation de la barbarisation de la guerre pour ne pas être confronté de nouveau à ce qui hante les militaires, les officiers de l'armée allemande déjà dans les guerres au XIXe siècle et puis pendant la Première Guerre mondiale, c'est la question des francs-tireurs. Est-ce que vous pouvez aborder un peu ce sujet, cette crainte des militaires allemands pour évoquer leur acceptation des officiers de la barbarisation de cette guerre? Oui, en fait, quand je mentionnais le Blitzkrieg, j'ai oublié une chose que dès le juillet, l'armée allemande a, revendique plus de divisions de sécurité parce que la pénurie était énorme pour sécuriser l'arrière. Et l'armée décide de pallier cette carence en sécurité par l'extrême dureté. Il faut comprendre que pour pacifier, entre guillemets, la France, les Allemands avaient 9 divisions. Et c'est la même quantité qu'ils ont en URSS, mais avec 3 fois plus de territoire occupé que la France. Et donc, cette 9 divisions ne peut pas tenir un territoire conquis. Et dès le début, vous voyez, par exemple, il y a le 6 juillet, si je ne me trompe pas, il y a l'ordre de Hitler qui déclare à ses généraux que cette vaste région doit être pacifiée par l'extrême dureté contre la malfaisance de populace bolchevique. Il y a aussi un ordre de Keitel et de Brauchitsch qui est, si je ne me trompe pas, de le 23 juillet, qui demande que seulement la puissance et la dureté d'occupants et qu'il doit répandre le terreur. Et seulement comme ça, ils peuvent pacifier le territoire. Donc, oui, nous avons aussi écrit, c'est que nous avons utilisé les écrits, les travaux d'Isabelle Hall, qui parlent déjà de cette culture allemande qu'il a montrée en Belgique pendant la Première Guerre mondiale ou en Afrique. Et vous ajoutez tout ça et ça donne cette cocktail, si on peut dire, ce qu'on a eu sur le champ de bataille en 1941. D'accord. Et il y a un autre moment aussi, je pense, très important, c'est, vous savez, il faut se mettre dans la tête de ces soldats, par exemple, qui ne sont pas socialisés de manière nazie, par exemple. Admettons qu'il y a des soldats ou des officiers qui sont répugnants, même par exemple vis-à-vis des nazis. Mais les pertes croissantes, la pression du groupe, l'extrême fatigue due à ce tempo opérationnel infernal, la victoire qui se dérobe, la peur d'être capturé, le dépaysement violent, tout ça, nous citons dans cet ouvrage une lettre qu'est Heinrich, le général Heinrich, dont envoie à sa femme où il dit « J'ai passé toute ma vie, 6 ans et demi de ma vie dans les guerres, je n'ai jamais vu quelque chose pareil. » C'est la guerre, ça ressemble à la guerre de 30 ans. Donc, voilà,
c'est vraiment le voyage aux ténèbres, cette opération, dans tous les sens. L'armée a accepté l'idée de confier la sécurisation de ses arrières au SS d'Himmler et à la police d'ordre. Transition pour passer la parole à présent à Marie Moutier-Piquant, qui va nous expliquer la mise en place des Einsatzgruppen qui vont suivre donc la progression des 3 groupes d'armées nord, centre et sud, et commencer à appliquer la réalisation d'un autre ordre criminel qui n'a pas été évoqué, le Kommissariatsbefehl du mois de juin 1941, pardon, du 6 juin 1941. Marie, je vous laisse la parole. Alors oui, 4 Einsatzgruppen sont créées en amont du lancement de l'opération Barbarossa. Alors, au mois de mai 1941, environ 3000 hommes reçoivent des convocations pour se rendre dans une petite ville du nord-est de l'Allemagne, à Pretzsch, pour former ces 4 Einsatzgruppen. Alors, qui sont ces hommes? Une grande partie d'entre eux ont déjà travaillé au sein du SD ou de la ZIPO, à savoir Gestapo et Kripo du Reich, ou bien dans les territoires annexés comme dans les Sudètes en Tchécoslovaquie. À cela s'ajoutent des hommes qui sont rompus au métier des armes, qui ont eu une formation militaire importante, ce sont des Waffen-SS. Et à cela, on ajoute également tout un lot de chauffeurs, de cuisiniers, de secrétaires, toutes personnes qui peuvent faire fonctionner de manière logistique ces Einsatzgruppen qui sont extrêmement mobiles. Et à cela s'ajoutent également des interprètes. Ces interprètes jouent un rôle absolument pivot au sein de ces Einsatzgruppen. La plupart d'entre eux sont des Volksdeutsch, donc ce sont des colons allemands dont les familles étaient implantées en Russie depuis le XVIIIe siècle et qui ont finalement rejoint le Reich avant le lancement de l'opération Barbarossa, dans le cadre notamment d'accords qui ont été passés entre Moscou et Berlin entre 1939 et 1941, ce rapatriement de ces Volksdeutsch vers le Reich. Et un certain nombre d'entre eux vont intégrer ces Einsatzgruppen. Et grâce à leur connaissance déjà géographique, à leur connaissance du système soviétique et connaissance des langues locales, car ils sont capables de parler et l'allemand, et l'ukrainien, et le polonais, et le russe, selon la région dont ils sont originaires, et ils vont véritablement être des pivots entre les collaborateurs locaux et les membres des Einsatzgruppen. Alors, ces 3000 hommes sont répartis en 4 Einsatzgruppen. L'Einsatzgruppe A, qui lui va suivre le groupe d'armées nord et se diriger vers les pays baltes, puis ensuite vers Saint-Pétersbourg. L'Einsatzgruppe B, dont le champ d'action sera principalement la Biélorussie, puis par la suite la région de Smolensk en Russie. L'Einsatzgruppe C et l'Einsatzgruppe D, qui eux vont se partager l'Ukraine, le nord pour le C, le sud pour le D qui ira également jusqu'en Crimée et dans le sud de la Russie jusqu'aux confins du Caucase. Alors, ces Einsatzgruppen rentrent en mission dès le lendemain de l'opération Barbarossa. Ils partent dans la foulée et suivent les corps d'armée qu'on leur a assignés. Alors, quelles sont leurs missions? Leur mission est de sécuriser l'arrière des troupes de la Wehrmacht, récolter des renseignements. Une de leurs premières missions est de se précipiter aux archives locales dans les administrations soviétiques pour récupérer le plus d'informations possible sur l'ennemi. Et également, donc, ça passe par la liquidation de tous les présumés ennemis du Reich. Et donc, c'est là que l'on rejoint le mythe du judéo-bolchevisme dont Lacha parlait, qui sont finalement les premières victimes de ces Einsatzgruppen quand ils entrent dans le territoire soviétique à la fin juin 1941. Alors,
Pour vous donner un exemple et qui rejoint aussi la thématique du franc-tireur dont parlait Willy Coutin, je prends l'exemple du Sonderkommando 4A, qui est un commando assez emblématique car il est le commando présidé par Blobel, Paul Blobel, qui sera plus tard l'artisan de l'opération 1005 et qui fut aussi un des grands organisateurs de l'extermination des Juifs de Kiev à Babi Yar en septembre 1941. Donc le Sonderkommando 4A, lui, suit l'armée Oberkommando 6 et va franchir l'ancienne ligne de démarcation entre la zone d'occupation allemande et la zone d'occupation soviétique de la Pologne autour du 28 juin 1941. Et là, ce commando, qui est composé environ de 120-130 hommes, va à la rencontre de la Wehrmacht qui se trouve là. Il y a l'agent de liaison du commando qui se rend auprès de Lors Commandant Tour pour des questions de ravitaillement. Et Lors Commandant Tour lui dit, ben voilà, il y a des francs-tireurs dans la ville. Depuis que la ville a été prise dès le premier jour de la guerre, le 22 juin 1941, il y a entre 10 et 15 soldats allemands qui ont été assassinés et c'est probablement l'œuvre de francs-tireurs. Blobel, qui n'avait pas prévu une halte à Sokal et qui devait continuer avec son commando jusqu'à la ville de Lutsk en Volhynie, décide donc de prendre les mesures que lui demande l'armée. Il envoie un fort commando à Lutsk pour préparer la venue du reste du commando dans quelques jours et s'installe à Sokal. Et dès le premier jour, et ça on le sait grâce au rapport que Blobel a rédigé pour Berlin dans les jours qui suivent, dès le premier jour, il va exécuter 17, et je cite le rapport, fonctionnaires communistes qui avaient été auparavant arrêtés par l'armée. Et dans les jours qui suivent, le 29 juin, et je cite toujours avec l'aide de la milice ukrainienne, il va fusiller 117 communistes actifs et agents du NKVD. Et le surlendemain, donc le 30 juin 1941, où il mentionne également avec la contribution d'Ukrainiens locaux, ils vont fusiller 183 communistes juifs. Or, quand on compare toutes les sources entre elles, à savoir les sources de la commission extraordinaire d'enquête soviétique ou, et ça c'est très important, les dépositions d'après-guerre de ces anciens membres du Sonderkommando 4A, il est en fait question à chaque fois de juifs. C'est-à-dire que derrière toutes ces victimes qui ont été mentionnées dans les rapports, on désigne comme des fonctionnaires du NKVD comme des communistes, ce sont que des juifs qui ont été liquidés à Sokal à la fin du mois de juin 1941. Finalement, à la lecture donc, des dépositions de ces anciens membres, on apprend que tous les membres du commando ont participé, par exemple, à l'arrestation des victimes, c'est-à-dire qu'y compris le chauffeur, le cuisinier, tout le monde a été mobilisé avec l'aide des interprètes et de la police ukrainienne locale déjà constituée. Ils se sont rendus dans les appartements des Juifs qui ont été indiqués par la population locale. Ils y ont aussi arrêté des familles entières, car on a aussi l'image, l'idée que les Einsatzgruppen, au départ, n'ont fusillé que des hommes juifs. Alors, effectivement, les hommes juifs sont majoritaires parmi les victimes juives qui ont été exécutées à la fin juin 1941, mais à Sokal, il y a également des femmes et des enfants qui furent arrêtés et des femmes et des enfants qui furent exécutés voilà, dès les tout premiers jours de la guerre. Alors, également, les Einsatzgruppen ne sont pas tout seuls pour effectuer ces exécutions. Ils reçoivent l'aide de la Wehrmacht, que ce soit en tant que une aide logistique, par exemple, pour acheminer les victimes en camion jusqu'au site d'exécution, mais également pour composer les commandos de tireurs. Car il faut savoir que lors des tout premiers jours de l'opération Barbarossa, elle s'accompagne d'une découverte des atrocités commises par les soviétiques. On découvre dans les prisons du NKVD des cadavres de nationalistes ukrainiens, également parfois de juifs sionistes, mais ça on se garde aussi bien de le dire, la propagande nazie préfère taire ce genre de découverte, et des soldats allemands galvanisés par ces découvertes et
toujours motivés par ce mythe du judéo-bolchevisme, vont diriger leur colère, les représailles, les répressions, quasiment exclusivement contre la population juive. Donc, au final, on se rend compte que, par exemple, entre juin et juillet 1941, pour la Galicie orientale, pour l'Ukraine de l'Ouest, 97% des victimes civiles, donc hors bombardement, des victimes civiles exécutées, sont des juifs. Willy, votre micro. Comment se passe la généralisation, la systématisation de l'extermination des Juifs, et pas seulement donc les hommes, mais aussi donc assez rapidement les femmes, et les enfants aussi, et la chose se généralise en gros à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août. Il s'agit d'ordres qui viennent du centre, ce sont des initiatives locales, c'est un mix. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Alors, dès les tout premiers jours de la guerre, Himmler et Heydrich sont sur le terrain. Ils sont là en permanence et ils vont à chaque fois, par leur visite, accélérer le processus d'extermination des Juifs sur ces territoires soviétiques. Par exemple, Himmler et Heydrich se rendent dans l'ouest de la Biélorussie et ils constatent assez rapidement que les troupes de la ZIPO-SD, donc de l'Einsatzgruppe B, ne sont pas là dans les temps, qu'il n'y a pas eu assez d'exécutions qui ont été commises, et donc ils se plaignent. Et en réponse à cela, on envoie des bataillons de police pour renforcer l'appareil policier nazi sur ces territoires et surtout pour accélérer les massacres. Et c'est ainsi qu'au tout début du mois de juillet 1941, il y a entre 2000 et 3000 juifs qui sont exécutés à Białystok. Alors, c'est venu sur le terrain où même la présence des représentants d'Himmler, des HSSPF comme Friedrich Jeckeln est absolument déterminante. Ce sont eux qui vont véritablement pousser à intégrer de plus en plus de victimes juives, des femmes et des enfants. Alors, en Lituanie, en Lettonie, dans les pays baltes, on intègre de plus en plus de femmes et d'enfants dans les rangs des victimes à partir de la mi-août 1941. Mais surtout, le grand tournant, c'est l'extermination de plus de 22 000 juifs à Kamenets-Podolski entre le 27 et le 29 août 1941. Alors, qui sont ces victimes juives? Ce sont des familles entières. Ce sont des familles juives originaires des territoires annexés par la Hongrie, principalement de Transcarpathie. Ils ont été expulsés par les autorités hongroises de ces territoires et ils ont plus ou moins erré à travers la Galicie orientale avant d'être tous parqués dans une sorte de ghetto dans la vieille ville de Kamenets-Podolski. Et à la fin août 1941, les autorités militaires qui sont alors en charge de ce territoire soulignent d'importants problèmes d'hygiène, de ravitaillement. Ce sont des personnes en plus qui ont été complètement dépouillées par les autorités hongroises, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de logement. Il faut trouver une solution. Surtout que le territoire, à ce moment-là, devait basculer au 1er septembre 1941 dans l'administration civile, devenir une partie du Reichskommissariat Ukraine. Friedrich Jeckeln, qui est présent à la réunion organisée par la Wehrmacht, dit « Je m'occupe de ce problème, je règle ce problème ». Et fort de 3 bataillons de police, donc là il ne s'agit absolument pas d'Einsatzgruppen, il s'agit uniquement de policiers, de bataillons de police, il va organiser l'extermination de plus de 22 000 juifs à Kamenets-Podolski à la fin août. Et ça c'est véritablement un tournant car c'est un des plus gros massacres qui a été commis. Et par la suite, dans cette partie de l'Ukraine, on va assister à des fusillades extrêmement massives avec plusieurs milliers de victimes à chaque fois, et avec des femmes et des enfants.
Je dirais qu'un autre tournant est celui de Babi Yar, donc à la fin septembre 1941, où, vous savez, plus de 33 000 Juifs de Kiev ont été exterminés à la fois par les unités de Yeken, qui étaient à Kamianets-Podolski, et par le commando de Blobel, le Sonderkommando 4A. Et à Kiev, c'est l'ensemble d'une population juive d'une ville qui est exterminée. Et en ça, c'est un véritable tournant, car par la suite, le Sonderkommando 4A de Blobel, quand il va poursuivre sa route vers l'est de l'Ukraine, quand il ira à Poltava, quand il ira à Loubny ou qu'il ira à Kharkov, à chaque fois, dès qu'il arrive, il va exterminer l'ensemble de la population juive de ces villes. Donc je dirais que véritablement, voilà, vous avez ces deux tournants. Donc en août 41, où là, on inclut massivement les femmes et les enfants. Puis après Babi Yar, où là, il faut se dire aussi que les Einsatzgruppen se donnent les moyens d'exterminer des populations juives entières. Et ça passe aussi par un appui renforcé de la part de bataillons de police, de la part d'unités de la Wehrmacht et également d'autres unités de la Waffen-SS. Et Himmler fait constituer à partir de fin juillet des unités auxiliaires, fait recruter des éléments supplémentaires sur place, c'est bien ça? Alors, les collaborateurs locaux apparaissent immédiatement. Dès le 22 juin 1941, il y a déjà des milices locales qui se mettent en place. Alors au départ, elles sont peu organisées. Il s'agit de quelques personnes qui vont mettre un brassard jaune et bleu en Ukraine, par exemple, et participer ensuite aux exécutions. Mais tout de même, je dirais que dès le début juillet 1941, des polices locales sont organisées et vont être par la suite soumises à la direction de l'Ordnungspolizei allemande, qui constituera des bureaux sur tout le territoire soviétique occupé. Et dans les cas où il ne s'agit pas d'administration civile, cette police locale dépendra directement de la commandanture la plus proche. Alors, effectivement, cet appui local a une importance considérable, car c'est précisément parce que ces unités mobiles allemandes ont pu trouver des collaborateurs sur place que la Shoah sur ces territoires a pu prendre cette ampleur, parce qu'il faut s'imaginer qu'il s'agit de milliers de sites d'exécution sur ces territoires. Je crois que l'association Yad Inunum a trouvé plus de 2000 sites d'exécution sur les anciens territoires soviétiques occupés. Avec des enquêtes, j'ouvre une petite parenthèse sur l'activité de l'association, des enquêtes qui, sur le territoire de l'actuelle Russie, sont allées jusqu'où le plus à l'est. Vous avez l'association a pu enquêter jusqu'au pied du Caucase. Alors, exactement. Alors, j'y suis allée moi-même en plus. Hein, donc, d'accord. Nous sommes rendus jusqu'à Krasnodar, mais également dans des contrées encore plus à l'est, plus au sud, vers Stavropol et Nalchik, par exemple. Et c'est là où on voit aussi cette volonté exterminatrice d'aller jusqu'au bout On a pu voir dans ces villages à quel point, alors que l'on se battait non loin, l'Einsatzkommando 12, par exemple, qui se trouvait dans le Caucase, va de village en village avec le camion à gaz pour rafler une ou deux familles juives. Vraiment, il y a cette volonté jusqu'au boutiste de l'extermination des Juifs. Et toujours dans cette idée aussi, comme le disait Lacha, que les Juifs représentent un véritable danger militaire. Et on a par exemple la liquidation du ghetto de Velige le 31 janvier 1942, qui se trouve dans la région de Smolensk, où les Allemands liquident le ghetto avec l'armée rouge qui bombarde la ville. D'accord, je vous remercie. On va passer à Asa Kovridina pour évoquer la réaction des autorités soviétiques face au massacre contre les Juifs du pays. Asia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Merci, je prépare mon PowerPoint. Un instant, c'est slideshow. Pardon. Voilà. Bon, je vais évoquer la réaction des autorités soviétiques à l'extermination, au massacre de Juifs au début de la guerre, mais aussi la réponse de la littérature soviétique. La toute première réponse, c'est celle de l'année 1941. Pourquoi la littérature? La littérature soviétique fait partie intégrante du discours officiel. Elle le reproduit, parfois à la lettre, et permet de lire presque chaque tournant de la propagande. En outre, le rôle des textes littéraires en URSS est très important. La littérature est livrée aux manipulations permanentes de la censure, mais en même temps, elle suscite un intérêt accru de la part du lecteur, en quête de vérité. La politique de l'URSS à l'égard des massacres de Juifs est complexe. Elle est au cœur de manipulations et de jeux propagandistes très subtils. Les dirigeants du pays disposent d'informations précises sur l'extermination dès les premières semaines de l'invasion allemande. Les informations se faufilent dans la presse. Je vous montre l'article, celui de 31 août. Ce n'est pas la toute première information qui a été publiée dans les journaux soviétiques, mais je l'ai choisi parce qu'elle est très parlante et c'est très bien en fait parce que je continue à montrer ce que vient de dire Marie sur le massacre à Kamenets-Podolsk. Donc je vous le lis, un extrait. Avec une cruauté inouïe, les troupes allemandes ravagent les villages occupés, pillent et exterminent la population. Dans le village Krasnoye de la région Obukhovskoye de l'oblast de Kiev, les Allemands ont tué la kolkhozienne Ivanenko, seulement parce qu'il a refusé de leur donner le dernier cochon. Dans le village Bobrovo, les Allemands ont pillé tous les paysans. À la kolkhozienne Bestrova, ils ont même pris le linge et les chaussures pour enfants. Dans les villages Krochnie et Baryshevka de l'oblast de Jitomir, les Allemands ont fusillé 7 kolkhoziennes et 3 kolkhoziens. Et finalement, un dernier. À Kamenetsk-Podolsk, les fascistes ont rassemblé 400 juifs réfugiés, généralement les femmes et les enfants, et les ont tous fusillés. Ainsi, le massacre Kamenetsk-Podolsk, cet important massacre, apparaît en dernier dans cette énumération des massacres. Et on sait qu'elle a été beaucoup plus importante. Le nombre de victimes s'élève à 24 000. Mais on peut supposer que comme si l'article a été écrit et publié à chaud, en fait, c'est l'information de Sovnformbureau, donc on pourrait supposer que peut-être on ne connaît pas encore la vraie ampleur du massacre. Un autre article, ici je vous montre les petits extraits, les informations apparaissent tout le temps dans la presse. Ici par exemple c'est à Kiev ou les massacres en Roumanie. Et finalement j'ai choisi un article sur Kiev, un long article ce qui se passe à Kiev, qui parle à propos de Babi Yar, tandis que ce toponyme, on ne le connaît pas encore en dehors de Kiev. Pravda, le 29 novembre, donc c'est 2 mois après le massacre. Les citoyens soviétiques qui parviennent à quitter Kiev racontent les massacres et les pogroms perpétrés par les envahisseurs allemands. L'histoire ne connaît pas de tels pogroms. 52 000 hommes, femmes, vieillards et enfants sont tués en quelques jours seulement. Et ce ne sont pas uniquement les Juifs. Les bourreaux de la Gestapo poursuivent sans pitié ceux, Ukrainiens et Russes, qui ont démontré leur fidélité au pouvoir soviétique.
on a ordonné à tous les Juifs de Kiev de se présenter avec leurs affaires rue Melnikov. L'ordre désignait l'heure du rassemblement en fonction du lieu de résidence et informait que tous les rassemblés seraient évacués de la ville. Comme on l'a appris plus tard, on a exigé de ceux qui se sont présentés de livrer les activistes soviétiques. On les a torturés, puis amenés au cimetière Lukianovskoye et fusillés. 52 000 tués parmi les habitants paisibles de Kiev. Voici le résultat sanglant de l'exécution hitlérienne. Ainsi, les autorités soviétiques ne cachent pas, ne passent pas par silence les massacres de Juifs, mais ils évoquent ces massacres comme un des éléments de répression contre le peuple soviétique. Et on sait que ce n'est pas que uniquement les Juifs qui ont été fusillés à Babi Yar, mais les Juifs ont été majorité, seulement les Juifs qui ont été fusillés seulement pour être Juifs. Mais tandis que le gouvernement soviétique essaie de montrer tout le temps que l'idéologie exterminatrice nazie était dirigée non seulement contre les Juifs, mais contre tout peuple soviétique. La propagande nazie sur le judo-bolchevisme inquiète Kremlin et il cherche les cartes pour la déjouer. Cette propagande a beaucoup de succès sur les territoires occupés, mais aussi parmi les soldats de l'armée rouge. Il n'est pas question d'appeler les troupes au combat afin de venger le shtetl anéanti. Le soldat russe ne va pas se battre pour le juif. Mais en même temps, le gouvernement soviétique joue le double jeu et fait les efforts considérables pour exhiber en direction de l'Occident une image terrifiante de la guerre sur le sol soviétique. L'allié d'hier de l'Allemagne nazie, il lui fallait réaffirmer sa position antifasciste sur la scène mondiale et collecter des fonds au profit de l'armée rouge. C'est ainsi que déjà dès les premiers mois de la guerre, le Kremlin commence à réfléchir sur la création du comité juif antifasciste. L'État encourage l'alliance avec les Juifs du monde entier afin de permettre la mobilisation juive hors des frontières de l'Union soviétique. C'est ainsi que le 24 juillet, à Moscou, se tient le meeting des personnalités juives. Et voilà, vous voyez une page entière d'un Izvestia consacrée à cet événement. Il est radiodiffusé en URSS, mais aussi retransmis aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Et ici, on voit les retranscriptions des discours des écrivains, les écrivains reconnus, prononcés ce jour-là. Ce meeting fait entendre, et pas seulement aux Juifs américains, mais aussi aux Juifs, aux Soviétiques, Juifs et non-Juifs, que l'extermination du peuple entier est en cours. Je suis une écrivaine russe, il déclare Ilya Ehrenburg. Mais les nazis m'ont rappelé une autre chose. Ma mère s'appelait Anna. Je suis juif. Donc, au début de la guerre, les paroles d'Ilya Ehrenburg s'élèvent au-dessus du cœur des voix qui affirment à l'unisson leur appartenance au peuple juif. Ces voix appartiennent à la première génération de juifs soviétiques, les juifs parfaitement assimilés, mais pas seulement. Ainsi, en même temps que les paroles d'Ehrenburg résonnent à Moscou, un écrivain ouzbek, Gafour Ghulam, écrit en langue ouzbek un poème « Je suis juif ». Et je vais demander, vu l'écoutant, de m'aider de lire les extraits des poèmes. Merci. D'accord. Je suis juif, ne prononce pas mon nom, toi le vampire, russe, ouzbek, juif, biélorusse. Notre main est ferme dans le combat. Vidons la pastèque et le globe terrestre de la pourriture du fascisme. Voilà. Le poème est très long. Je cite vraiment un très court extrait, mais il est tout de suite traduit vers le russe et le lu par les milliers. Et ce poème est comme un appel adressé au peuple soviétique international qui se lance dans la guerre libératrice.
Le pouvoir ne réfrène pas, au début de la guerre, les pulsions nationalistes. Le patriotisme soviétique passe à l'arrière-plan. L'État est trop jeune pour disposer de symboles installés. Mais surtout, ces symboles n'ont pas, chez tout le monde, que des connotations positives. Les blessures infligées par la guerre civile, la collectivisation et les répressions sont trop vives. Dans l'élan de la guerre, chaque peuple de la grande famille soviétique a la permission de donner libre cours à ses propres sentiments nationaux. Le nationalisme devient soudain le partenaire stratégique du Kremlin. Ainsi, les écrivains sont autorisés et même encouragés à revenir aux idées nationales de base et à déplorer les souffrances des victimes. Et comme c'est le peuple juif qui subit les souffrances les plus cruelles, les écrivains, y compris ceux qui ne sont pas juifs, ne tardent pas à remplir leurs poèmes de symboles judaïques. Colombe à colombe, s'écrit en ukrainien Pablo Tychina dans son poème Au peuple juif. La détresse de la colombe, métaphore des deux premières strophes, cède à un appel des épisodes héroïques de l'histoire du peuple juif. S'il vous plaît. Colombe à colombe, tu bats des ailes, fébrile comme une colombe cendrée. Colombe à colombe, c'est jadis l'image de ton âme. Mais quand le mal foulait ton pain et les restes de ton festin, tu ne te soumettrais pas à l'ennemi. Tu lançais l'appel, détruis-le, et la colombe devenait faucon. Combien de fois, vous, les Juifs, durant l'époque médiévale, au roi avez-vous résisté? Judas Halevi vous avez inspiré. Les voix d'acier du Rav Abraham ibn Ezra, de Salomon ibn Gabirol ont percé les ténèbres. Ces lions ont prié pour vous par leur vers sonore. Merci. Tychina était l'un des représentants de la Renaissance nationale en Ukraine, ou, comme on le dira plus tard, de la Renaissance fusillée. C'est le mouvement qu'a connu l'Ukraine tout de suite après la Révolution et qui a été violemment réprimé par le gouvernement soviétique dans les années 30. Mais au début des années 1940, quand il écrit ce poème, Tychina est déjà un poète conformiste, député du Soviet suprême en Ukraine, et son poème, écrit à la fin de 1941, début 1942, a été édité et réédité plusieurs fois. Au-dessus des cendres, lève-toi, Rachel, s'oublie en même année 1941 Alexei Surkov, un autre poète officieux. La terre est de nouveau arrosée du sang juif. Au-dessus des cendres, lève-toi, Rachel. Secoue la poussière de tes habits vétus. Rachel, ne pleure pas, ne te lamente pas sur le sang. Regarde, il a dispersé la détresse des siècles. Et s'est levé le vengeur. Il est le fils de ton amour. Hirsch Lévy, soldat de l'armée rouge, le descendant des Maccabées. Merci. Et je me permets de lire ce poème en russe, cet extrait, parce qu'il me semble que la sonorité dit plus que le sens des mots. Над серым пеплом встань, Рахиль, стряхни с одежды ветхой пыль, не плачь, не сетуй на крови, взгляни, тоску веков развеяв, встал мститель, сын твоей любви, красноармеец Гирш Леви, потомок древних Маккавеев. Surkov écrit ce poème au mois de décembre 1941, durant la bataille de Moscou, quand les Allemands sont aux portes de Moscou. Et ce poète ne se mettait jamais en désaccord avec la ligne de la propagande. Et le fait qu'il écrive et publie ce poème témoigne du fait qu'il appelle le peuple juif, en ce moment précis, est autorisé au même titre que la glorification du peuple russe. Mais dès que la position officielle va changer, ce poète prendra une position ouvertement anti-juif. La littérature soviétique était d'abord une entité fonctionnelle et seulement ensuite esthétique.
Du coup, elle s'est vite regroupée sur la voie militariste. L'engagement des écrivains dans la cause de la guerre était immense. La première tâche des écrivains au début de la guerre était de galvaniser le moral de troupes. Des poèmes sont publiés pas seulement dans les revues littéraires, mais aussi et surtout dans les journaux, les feuilles du front et les tracts. Environ 1000 écrivains sont attachés aux unités de campagne et se trouvent en première ligne. Exhiber les atrocités commises par les monstres germano-fascistes, montrer les violences exercées sur les femmes et les enfants, publier des récits pageurs de témoins oculaires, narrés dans une langue simple. Telles étaient les directives que donnait la direction de la propagande. L'État exploite à fond les centres de violence, y compris les massacres des Juifs. Lors des reconquêtes de certains territoires à partir de l'hiver 1941-42, l'armée rouge découvre les fosses et les ravins qui gardent encore les traces encore fraîches des massacres. Ilya Sylvinski est correspondant de guerre. Il se trouve sur le front transcaucasien où les troupes libèrent le 30 décembre 1941 la ville de Kerch à Crimée. Le poète en est originaire et en est un grand amoureux. Il a passé toute sa jeunesse, il a fait la guerre civile, il est d'origine juive. Il compose les strophes suivantes sur la fosse de Baguerovo près de Kerch. Et je reste en silence au bord de la tombe effrayante. Que peuvent ici les mots? Ils tombent en poussière. Il fut un temps où je chantais l'Aimé, les trilles du rossignol. On aurait dit que ce thème n'avait rien de particulier. Non, et pourtant, essaie de trouver le mot exact, même pour un tel sujet. Et là, pourtant les nerfs sont comme des arcs, mais les strophes, plus sourdes que la colle de poisson. Non, mes amis, la langue est incapable d'exprimer cette souffrance. Le ravin, peut-on le décrire en vers? 7000 cadavres, des Juifs, des Slaves. Ainsi, Sylvinski cherche les mots. Et quand il les trouve, le cadige adressé au peuple massacré, à son peuple massacré, s'avère trop soviétique, allégorique et euphémistique. La rédaction du journal L'Étoile Rouge, c'est le journal de l'armée, reçoit ce poème sur les exécutions de Kerch en février 1942. Il est tout de suite publié et devient le poème très célèbre à l'Union soviétique. Il sera aussi republié à plusieurs reprises, y compris pendant les années noires de l'antisémitisme d'État. Et je passe à tout dernier poème, écrit par Iosif Utkin. Il était attaché au journal Front de Briansk. Il écrit le poème presque simultanément avec Sylvinski. Un poème, le titre « Je vu par moi-même », il fait écho au poème écrit sur la fosse de Baguerovo à Kerch. Mais dans le poème de Utkin, ni la fosse, ni l'identité nationale des victimes ne sont pas répertoriées. J'ai vu moi-même, je les ai vus, innocents, morts et nus, les enfants troués par les bagnolettes. Comme un aveugle, en tâtant de mes mains, n'en croyant pas mes yeux, leur mère dans le bûcher incendié. J'ai vu cela par moi-même, camarades, frappé de stupeur, ayant ôté le calot de la tête, nous nous tenions tout autour en silence. Ainsi, la littérature soviétique a été, déjà à partir de 1941, habitée par les ombres des ravins. Et même si elle suit les sous-entendus idéologiques de l'époque, on ne peut pas l'accuser de mutisme. Le fossé de la mort, le ravin de la mort, la fosse commune deviennent des expressions figées et composent de poème en poème le paysage terrible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Assia. Et cela remet en question, en cause, l'image qu'on peut avoir facilement d'une information contrôlée par, et tue surtout par les
les autorités soviétiques. Je me tourne vers Julie pour que l'on passe, s'il reste un gros quart d'heure avant la fin de la rencontre, pour passer aux questions Oui, des auditeurs. Oui, un grand merci à tous les quatre. C'était vraiment passionnant et on aurait pu encore en discuter pendant bien plus longtemps. Malheureusement, comme vous le savez, on a une deuxième table ronde qui suit. Donc, on va passer aux questions de nos auditeurs et auditrices. Je vous demanderai d'être extrêmement concis dans la formulation de vos questions. J'ai récolté déjà quelques questions écrites, mais je vois que Alain Simonet lève la main. Donc, monsieur, on vous passe la parole. Alors, est-ce que vous nous entendez? Ou est-ce que c'était une fausse main levée? Ce qui peut parfois arriver aussi. Monsieur Simonet, je vous ai permis d'ouvrir votre micro. Souhaitez-vous poser une question? Judith, bon, je vais enchaîner alors pour ne pas perdre de temps. Il y a deux questions là que je vais vous relayer. Est-il possible d'évoquer les prisonniers de guerre et la question de la non-application de la Convention de Genève, donc les prisonniers de guerre soviétiques, et puis j'imagine que ça s'adresse avant tout à l'achat. Et puis une autre question, pouvons-nous considérer que l'antisémitisme est le principal moteur des milices locales, donc de ces populations autochtones qui ont participé au massacre? Peut-être l'achat sur la première question, sur la non-application des conventions de Genève. Le micro, votre micro, l'achat. Oui. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, ce que je dis. C'est-à-dire que les Allemands n'ont pas... Les Allemands, en fait, les Allemands commencent... oui, deux choses importantes peut-être. Dès l'été 1941, Theodor Oberländer, qui sera à la fin de la guerre un des proches de Vlasov et l'armée de Vlasov, c'est-à-dire l'armée des collaborateurs, il s'occupait de renseignements. Il est dans le SD et dès l'été de 1941, il informe les Allemands, les autorités allemandes, que le plus choquant pour les habitants locaux, c'est que les Allemands ne les laissent pas, les villageois, de nourrir, de jeter par exemple une miche de pain quand passent les colonnes de prisonniers. Et comment ils les battent comme des bêtes. Ça, il dit, c'est très destructif pour notre politique. Mais les Allemands ne prennent pas en compte, bien sûr, ça, c'est-à-dire la direction nazie. Deuxième chose, c'est les Allemands commencent à penser que peut-être ce sera les main-d'œuvre utiles. Seulement en fin de 1941, ils décident, comme ils comprennent que la guerre ne peut pas être finie en décembre 1941, donc ils décident ils changent la politique, donc ils décident de nourrir un petit peu mieux ces gens pour qu'ils puissent être utiles en tant que main-d'œuvre. Mais comme Christopher Browning écrit, jusqu'à mai 1942, le taux de mortalité dans les camps de prisonniers de guerre soviétiques est plus haut que dans les ghettos sur le territoire de polonaise. En Warthegau, par exemple. Warthegau, c'est le territoire polonais le plus... où il y avait ces camps de ghettos construits et dans le gouvernement général aussi, c'est-à-dire à Varsovie. Varsovie et Lublin, Lodz, excusez-moi, Lodz. Donc voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un peu oublié, mais je comprends pourquoi c'est un peu oublié, je le comprends très bien parce que
ils sont des milliers de nationalités. Et donc, il n'y avait personne après pour essayer de préserver leur mémoire. C'est Christian Streit, lui-même, c'est un éminent historien que j'ai une grande estime. C'est quelqu'un qui était chassé en tant qu'enfant de l'Allemagne, par les édits de Beneš de la Tchéquie en 1945. En 1946, donc il habite à Freiburg. C'est lui qui a étudié très bien cet aspect, et c'est grâce à lui que nous avons tous ces chiffres de meurtres de prisonniers juifs, de prisonniers soviétiques de guerre. Enfin, encore une fois, ça montre à quel point c'était irrationnel. C'est-à-dire que les Allemands pouvaient les utiliser comme main-d'œuvre, mais au lieu de ça, ils les laissent mourir. Et le premier choc que la population locale a, c'est qu'ils ne laissent pas, que les Allemands ne les laissent pas le droit de donner, par exemple, la nourriture à ces gens. Merci Lacha. Marie, peut-être sur les motivations des milices locales. Alors, concernant les milices locales, il faut bien se distinguer deux choses. Déjà, les tout premiers miliciens, on va dire en juin-juillet 1941, qui vont être finalement des pogromistes et participer massivement aux pogroms contre la population juive, contre leurs voisins juifs, et dont le moteur est évidemment l'antisémitisme, un antisémitisme dont les racines sont extrêmement chrétiennes, mais également un antisémitisme social, et pogrom qui s'accompagne de pillages absolument massifs. Et ce qu'on appelle par la suite la milice locale ou la police locale, à savoir quelle est la motivation finalement de ces hommes qui vont s'engager dans la police. Alors, il faut bien savoir qu'être policier sur les territoires soviétiques, ce n'est pas uniquement exterminer des juifs. C'est aussi assurer la sécurité et l'ordre du village et transmettre à la population locale les ordres de l'occupant allemand, mais aussi du maire, dont en général ils dépendent. Et pour cela, il faut ajouter comme motivation une volonté d'ascension politique, mais également de pouvoir gagner sa vie, tout simplement. Très bien, je vais à présent passer la parole à l'oral, donc à Serge Netchine. Monsieur, vous nous entendez, Serge? J'ai bien demandé l'ouverture de son micro. Hein. Oui. Donc, vous devez activer votre micro. Bon. Ah. Monsieur, on vous écoute. Avec le son. On a un problème avec son micro. Hein. Oui. Bon, alors Désolé, monsieur. Est-ce que vous pouvez essayer de nouveau de parler, monsieur Netchin? C'est inaudible, excusez-nous. Oui. Alors, on va peut-être couper le micro dysfonctionnel. Alors, une question qui demande, donc j'ai entendu dire que les autorités soviétiques avaient évacué des Juifs à l'Est pour qu'ils échappent aux Allemands. Est-ce une réalité? Je vais le grouper avec une deuxième question. Pour l'achat, pourriez-vous détailler la réaction de la Finlande vis-à-vis de l'affamement de Leningrad souhaité par les Allemands? Les Finlandais approuvaient-ils ou ont-ils protesté? Donc peut-être première sur les autorités soviétiques, peut-être Asia, je ne sais pas, ou... En activant votre micro. Voilà. Évacuer les Juifs pour les sauver, non.
On évacuait d'abord les usines qui ont été utiles pour la production et toutes les familles avec. On évacuait aussi les fonctionnaires soviétiques, mais évacuer un exprès les juifs, non. Par contre, oui, certains juifs dans les régions où les Allemands n'ont pas entré tout de suite, plusieurs juifs ont réussi à partir et à quitter les régions évacuées. Et par exemple, un poète que je citais au tout début, Nusbeck, après, il a aussi écrit sur les Juifs qui arrivent en Ouzbékistan. Et c'est intéressant parce qu'on décrit en même temps que dans les régions où il n'y avait pas de Juifs par avant, ou très peu de Juifs, mais où il y a des évacués, les évacués juifs pendant la guerre, en Sibérie par exemple, dans ma région, mais aussi en Ouzbékistan, en Tadjikistan, apparaît l'antisémitisme, tandis qu'il n'existait pas là-bas auparavant. Mais ce poète ouzbek, Ghafour Gulam, exactement, il a décrit l'arrivée de convois avec les Juifs. Très bien, merci Assia. Donc, Lasha, vous pourriez répondre sur la réaction de la Finlande au siège de Leningrad et je passerai ensuite la parole à Jean-Yves Potel. Juste peut-être pour ajouter que pour être évacué, il fallait avoir le passeport. Sans passeport, on ne pouvait pas être évacué. Et après le pacte de Ribbentrop-Molotov, il y a 1,5 million à peu près juifs qui se retrouvent sous le territoire, sous le régime soviétique. Ces gens n'avaient pas le passeport. Et ces gens ne pouvaient pas être évacués sans le passeport. C'est-à-dire, ils ont été voués à la mort. Sinon nous citons beaucoup de journaux de Russes qui disent toujours la même chose, que ce sont les Juifs qui sont premiers à s'enfuir. C'est comme au Moyen-Âge, il y a une épidémie et on pense que ce sont les Juifs qui sont les vecteurs de contamination. Là, au XXe siècle, on pense qu'ils sont les premiers à s'enfuir. En ce qui concerne la Finlande, il faut rappeler une chose, que la Finlande est le seul allié égal à l'Allemagne. Ce n'est pas le cas de l'Hongrie, ce n'est pas le cas de Roumanie, qui sont les États clients Et en fait, quand je dis qu'ils sont co-responsables de blocus, de siège de Leningrad, ils le sont en tant que fait d'avoir fixé entre 4 et 5 armées soviétiques. Ça dépend du temps, de quelle période on parle, devant eux. C'est-à-dire, si le front de Leningrad et de Volkhov, qui était contre le groupe du Nord armé, avait ces 4-5 armées, ils auraient pu lever le siège beaucoup plus tôt. Donc, on ne peut pas, bien sûr, faire une équation entre les Finlandais et les Allemands dans ce sens. Mais il fixait beaucoup de forces au nord de Ladoga qui pourraient être utilisées pour libérer les Léningradois bien avant. Voilà. Merci Lasha. Je passe sans transition la parole à Jean-Yves Potel. Ça va? Vous m'entendez? Ah, on vous entend. Donc, je voulais simplement repréciser sur cette histoire de Juifs qui sont partis en Union soviétique. Pour les territoires qui ont été occupés par l'Union soviétique en 1939, ils se sont trouvés avec une population dans laquelle il y avait deux types de Juifs, des Juifs qui étaient présents déjà et des Juifs réfugiés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces zones? Ils ont transformé ces zones en républiques soviétiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis un régime social, ils ont voulu transformer toute cette population en citoyens soviétiques. Et les Juifs, la plupart des Juifs, à qui on leur a demandé de prendre la citoyenneté soviétique, ont refusé. Ils ne voulaient pas prendre ces trucs et c'est ceux-là qui ont été déportés.
Il y a eu des Juifs, des Lituaniens, des Polonais, des Biélorusses qui ont été déportés, parmi lesquels il y avait beaucoup de Juifs, et c'est là. Et je donnerai un seul exemple. Vous connaissez sans doute le journal de Julius Margolin, qui était un Juif qui était justement là, qui venait d'Israël, enfin, ce n'était pas encore Israël, mais qui était justement là, et qui a été envoyé au Goulag. Et à la fin de son journal, il fait le point sur ses amis qu'il avait au moment où il était en 1939 dans la zone occupée par les Soviétiques. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il voit qu'il y a ceux qui ont accepté d'abord, il y a des Juifs qui ont quitté la zone soviétique pour aller du côté allemand, c'est-à-dire dans le General Government, etc. Et eux ont été exterminés par les Allemands. Il y a ceux qui ont accepté les citoyennetés soviétiques. Et lorsqu'ils étaient réfugiés, on les a mis dans des shtetls locaux et ils ont été tués par les Allemands en 1941. Et il y a ceux qui ont refusé la citoyenneté soviétique, ils ont été envoyés au Kazakhstan et ailleurs, et une partie d'entre eux, à peu près 60%, ont survécu. Et ça n'a strictement rien à voir avec une action humanitaire de l'Union soviétique pour sauver les Juifs. Est-ce que quelqu'un veut réagir à l'intervention de Jean-Yves Potel? Oui, Votre micro. je suis tout à fait d'accord. Oui, oui. Par exemple, on a les soviétiques arrêtent aussi les sionistes. Menahem Begin, il se retrouve dans la prison soviétique. Mais aussi, par exemple, c'est un auteur russe qui nous a donné, on cite cette affaire dans notre livre. C'est un juif qui est convoqué par le NKVD et bien sûr, on ne peut pas le généraliser, mais quand même, et on lui dit, il faut que tu pars. Et il dit, non, non, je me souviens, en 1918, les Allemands traitaient bien les Juifs. Donc, c'est vous les salauds qui ont fermé ma boutique, donc je ne vais pas partir. Et nous citons aussi un officier de Schwarzkopf qui dit ils sont très étonnés par le fait que les Juifs ne savaient pas qu'ils sont voués à la mort par les Allemands. C'est-à-dire, à cause de la propagande entre 1939 et 1941, les Juifs des territoires soviétiques qui habitaient à l'est d'anciennes frontières, donc souvent ils ne savaient pas qu'il s'agissait de quelle politique menaient les Allemands. Est-ce que j'ai été clair? Avant 1939, la propagande montrait très bien ce qui se passe en Allemagne. Oui, bien sûr, mais entre 1939 et 1941, je veux dire. Tout a été dit avant 1939. Oui, bien sûr. Oui. Merci. Alors, je vais lire une dernière question qui est plutôt un témoignage. Donc, je vous le lis. Mon père était en Galicie orientale annexée par les Soviétiques. Il a été intégré dans l'armée rouge. Quelque temps après l'attaque allemande, il a été démobilisé et envoyé travailler dans une usine. J'ai trouvé ça étonnant. Il m'a dit que de nombreux Ukrainiens originaires de Galicie orientale étaient suspects d'être pro-allemands. Les Soviétiques auraient-ils donc démobilisé les originaires de cette région sans faire de différence entre Ukrainiens et Juifs? Qu'en pensez-vous? Peut-être une question pour Marie? Alors, effectivement, je suis très étonnée de voir qu'on ait pu relâcher des soldats juifs. Ça me semble tout à fait le fruit du hasard ou de la chance, parce que le sort des soldats juifs, dès qu'ils sont repérés comme tels par la Wehrmacht, c'est l'exécution, sans autre forme de procès. Et c'est quasiment immédiat. Alors,
En revanche, des soldats ukrainiens, et notamment de Galicie orientale, ont été démobilisés quand eux-mêmes n'ont pas déserté d'ailleurs des rangs de l'armée rouge, comme ça a été très fréquemment le cas. Ils sont démobilisés parce qu'ils sont considérés comme de potentiels soutiens au régime nazi, à l'occupation nazie. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux sont aussi envoyés gentiment retourner dans leurs champs parce qu'on manque aussi de main-d'œuvre dans les champs pour assurer les récoltes. On est en juin-juillet 1941 et il faut aussi de la main-d'œuvre agricole et c'est ce à quoi ces Ukrainiens sont invités à faire. Alors, en Galicie orientale, effectivement, il y a un mouvement nationaliste ukrainien qui est extrêmement présent. Les liens sont très forts avec l'Abwehr déjà avant la guerre. Et c'est vrai, par exemple, que les Einsatzgruppen vont se baser sur le réseau régional de l'OUN, donc de l'organisation nationaliste ukrainienne, pour, par exemple, déclencher les pogroms dans les villes et campagnes de cette région. C'est vraiment l'OUN avec son réseau qui va mobiliser les gens dans les villages pour lancer les pogroms. Et c'est pas, ça dépasse même les frontières de la Galicie orientale, ça va jusqu'en Bukovine, qui est cette région de la ville de Tchernovtse qui est sous domination roumaine pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui connaît aussi une vague de pogroms du fait de la présence très forte de membres de cette organisation nationaliste ukrainienne. Eh bien, Marie, je vous remercie et je me permettrai de dire que ce sera le dernier mot de cette rencontre qui fait très, très bien le lien avec la seconde table ronde, vu qu'on va effectivement parler de l'Ukraine, des pogroms en Ukraine, de la réaction des populations locales et évidemment aussi en Biélorussie. Donc, je suis désolée de devoir couper de manière un peu abrupte cette rencontre qui était passionnante, mais nous sommes obligés de fermer la salle pour en rouvrir une autre avec nos prochains panélistes. Donc, voilà, je vous remercie infiniment tous les quatre. Et à nos auditeurs et auditrices, je vous dis donc on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes avec les panélistes avant pour voir un petit peu tous les détails techniques, mais avec nos auditeurs et auditrices d'ici une vingtaine de minutes. Donc un grand merci à tous les quatre et au plaisir surtout de vous retrouver bientôt au Mémorial en chair et en os pour que vous nous parliez de vos travaux. Donc gardons le contact, n'hésitez pas à nous dire sur quoi vous travaillez.